1945, Allemagne de l'Ouest, printemps, un groupe d'hommes, presque adultes, certains à peine, vit sa perception de la guerre et de la miséricorde bouleversée par leur rencontre avec les Américains. La fumée persistait au-dessus du village rasé, témoin des bombardements d'artillerie. L'odeur de terre humide et de poudre était omniprésente, tandis que la patrouille de la 90e division d'infanterie avançait prudemment, armes au poing, s'enfonçant dans la neige molle laissée par la fonte des neiges. Le scepticisme régnait. Ils s'attendaient à de la résistance, du danger, des mines, peut-être une ultime bataille désespérée, mais ce qu'ils découvrirent ce matin-là dépassait tout ce qu'ils auraient pu imaginer. À la lisière d'un verger endommagé, ils aperçurent un mouvement, des ombres jouant à cache-cache derrière un mur en ruine. Le sergent, Thomas Weller, fit signe de se taire et les soldats se déployèrent, fusil pointé. Une rafale de vent porta un faible écho incertain de voix allemande. Weller fronça les sourcils et murmura « Ce ne sont pas des hommes ». Lorsque les Américains s'approchèrent, la vérité éclata. Cachés dans la tranchée se trouvaient des soldats ennemis, qui semblaient être des enfants d'une quinzaine d'années, certains encore plus jeunes. Leurs uniformes trop grands avaient les manches retroussées et leurs casques glissaient sur leurs yeux. Quelques-uns arboraient encore des brassards, des jeunesses hitlériennes cousues sur leurs manches. Leurs fusils tremblaient dans leurs mains. Les lèvres d'un garçon étaient bleutées par le froid. Le soldat Jenkins marmonna « Ce n'est pas possible », mais c'était pourtant vrai. Vers la fin de la guerre, le régime nazi avait vidé les écoles et les organisations de jeunesse, enrôlant de force les garçons dans le Volkssturm, l'armée populaire. Les adultes avaient disparu, morts, capturés ou réfugiés à Berlin. Il ne restait que des enfants terrifiés, contraints de se battre jusqu'à leur dernier souffle. Les Américains s'arrêtèrent, partagés entre instinct et incrédulité. Des garçons de 14 ans les fixaient, les yeux emplis de peur, figés dans le silence. Seul le vent résonnait sinistrement dans les cheminées endommagées. Soudain, un faible bruit rompit le silence. Un Panzerfaust était posé au sol. Le garçon qui le tenait était à peine adolescent. Ses mains tremblaient, tandis qu'il les levait au-dessus de sa tête. « Ne tirez pas !» cria-t-il frénétiquement. D'autres reprirent son appel, et bientôt tous les garçons de la tranchée avaient déposé leurs armes. Le sergent Weller baissa son fusil avec précaution. « Ne tirez pas !» dit-il d'une voix ferme mais grave. « Ce ne sont que des enfants. » L'escouade s'approcha d'eux avec précaution. Les garçons tremblaient si violemment que certains ne pouvaient même pas se tenir debout. L'un d'eux avait des larmes gelées sur les joues, leurs chaussures étaient usées et laissaient apparaître leurs orteils. Le plus jeune tenait une photo d'une femme et d'un bébé. C'était peut-être sa mère ou sa sœur. Le caporal Hayes s'accroupit près de l'un d'eux, utilisant un interprète pour lui parler doucement. « C'est fini, vous êtes en sécurité maintenant. » Le garçon resta silencieux, en guise de réponse. Le regard fixé sur la gourde du caporal, Hayes la lui tendit sans un mot. Le jeune homme but avidement, des gouttes d'eau ruisselant sur son menton. Les Américains avaient combattu sans relâche à travers l'Europe, témoins d'atrocités. Camps, villes dévastées, gens fuyant en charrette, mais ceci était différent. C'était une blessure plus profonde. Ce n'était pas un adversaire auquel ils étaient confrontés, mais l'incarnation même de la guerre brisée. Un infirmier examina l'un des garçons dont les doigts paraissaient raides et pâles. Gelure. Un autre avait la jambe bandée, rongée par l'infection. Pourtant, aucun ne protesta. Ils restèrent immobiles, anticipant la vengeance qu'ils supposaient imminente. Un des soldats murmura « C'est l'âge de mon frère là-bas ». Personne ne répondit. Lorsque l'unité se regroupa, le sergent Weller donna l'ordre. « On les emmène à l'arrière, nourrissez-les. Que l'infirmier s'occupe d'eux. » Il n'y avait ni opposition ni rire. Seulement le rythme feutré des bottes pataugeant dans la boue. Dans leur sillage, les garçons détenus avançaient péniblement, les épaules voûtées, leurs armes abandonnées au sol. Tandis qu'ils traversaient le hameau dévasté, un corbeau croassa dans le ciel plombé. Les Américains sentirent le cours de la guerre changer, non pas à travers le fracas des tirs, mais dans ce silence étrange et oppressant. Le front s'effondrait. L'adversaire n'était plus la figure diabolique qu'on leur avait appris à mépriser. C'était un enfant apeuré, aux mains tremblantes. Le sergent Jenkins leur jeta un regard en arrière et murmura doucement, comme pour lui-même. Ils n'avaient jamais été des guerriers. La file continua d'avancer vers la zone de rassemblement temporaire où était stationné le reste de l'escadron. Pendant un moment, aucun mot ne fut prononcé. Pourtant, ce silence ne pouvait durer, car ce qui allait suivre allait remettre en question tout ce que les Américains croyaient sur la compassion, le conflit et ce que signifiait être humain. En arrivant sur le lieu de rassemblement, une grange partiellement démolie à la périphérie de Remmingen, la réalité de ce dont ils avaient été témoins commença à leur apparaître clairement. Auparavant, les soldats américains avaient fait prisonniers des Allemands aguerris, désespérés et rebelles. Mais ces jeunes étaient là bien différents. Assis en silence,
Serrés les uns contre les autres, ils se rassemblaient autour d'un poêle rudimentaire qui dégageait à peine une chaleur. Leurs casques gisaient à proximité, découvrant des visages qui semblaient déplacés sur un champ de bataille. La terre maculait leurs joues, témoins de leur jeunesse. Les cheveux d'un garçon, écrasé sous un casque trop grand, étaient dressés de façon incongrue. Un autre avait des taches de rousseur et ses yeux fuyaient nerveusement chaque bruit de bottes sur le sol. Le sergent Weller, appuyé contre un poteau, les observait. « Bon sang !» murmura-t-il. « Ce ne sont que des enfants. » Le caporal Hayes s'accroupit près du poêle et ouvrit une boîte de rations. Bien qu'il ne parlât pas allemand, son ton était apaisant, presque paternel. « Vous avez faim ?» demanda-t-il en désignant une cuillère. Le garçon le plus proche hésita avant d'acquiescer légèrement. Les Américains considéraient leurs adversaires comme des entités impersonnelles, marquées par des uniformes, des armes et des menaces. Pourtant, la vue de ces adolescents tremblants brisa cette perception. La terreur dans leurs yeux était trop palpable. Elle reflétait la peur de leurs propres frères, fils, voisins restés au pays. Le soldat Jenkins murmura à un autre « Tu crois qu'ils ont déjà utilisé ces canons ?» Il désigna les Panzerfaust, maintenant empilés devant la porte de la grange. « Peut-être une fois » répondit l'autre, « ou peut-être jamais. » Dehors, le vent hurlait à travers les ruines des bâtiments. La ligne de front s'effondrait rapidement. Des messages du commandement laissaient entendre que le Reich serait libéré d'ici quelques jours. Néanmoins, cela n'atténuait en rien les dégâts déjà causés. Ces garçons avaient été élevés au son des récits d'honneur, de sacrifice et d'une patrie à sauver. On leur avait dit que les Américains étaient monstrueux. À présent, face à de vrais soldats qui leur fournissaient à manger, les mensonges commencèrent à se dissiper. L'un des garçons capturés, âgé de seulement 16 ans, a fini par parler. Il s'appelait Émile. Le soldat avoua avoir appartenu aux jeunesses hitlériennes, avant d'être déployé sur le champ de bataille 2 semaines auparavant. Sa voix était faible, presque empreinte de remords. « On nous a ordonné de nous battre. Si nous nous rendions, les Américains nous exécuteraient. » Le caporal Hayes l'examina attentivement. « Tu nous vois comme des assassins, mon garçon ?» Émile jeta un coup d'œil à la boîte de conserve fumante qu'il tenait. « Non, plus maintenant. » Un autre adolescent, paraissant avoir 17 ans, murmura doucement « Ils nous ont ordonné de viser ton cœur, de mourir avant d'être capturés. » Ses mains tremblaient. « Mais quand tu es arrivé, je n'ai pas pu appuyer sur la détente. » Il pensa à son jeune frère. Un silence pesant s'installa. Même les Américains restèrent sans voix. Ce n'étaient pas des fanatiques, c'étaient des victimes de la propagande, du désespoir et d'un système qui avait sacrifié sa propre jeunesse au nom de l'honneur. Beaucoup n'avaient même pas terminé leurs études. Certains n'avaient jamais quitté leur ville natale avant d'être enrôlés de force dans l'armée. Et pourtant, les voilà, vêtus du même uniforme que ceux qui ont incendié des villes et rempli des tombes. Le sergent Weller rompit le silence. Ils rejoindront l'arrière avec le convoi qui approche. Assurez-vous qu'ils reçoivent de des couvertures. Un infirmier s'approcha d'un garçon blessé et lui banda les mains couvertes d'ampoules. Un autre soldat distribua des barres chocolatées de ses rations K. Les garçons lorgnaient les sucreries comme s'il s'agissait de friandises interdites. Émile en grignota timidement un morceau, puis un autre. Les larmes menaçaient de couler, mais il s'efforça de les retenir. « Ça va, gamin » demanda doucement Ace. Émile hocha la tête, incapable de parler. Il n'avait pas goûté de chocolat depuis près de 2 ans. Les Américains n'insistèrent pas. Ils savaient à quel point la souffrance était profonde et le silence suffisant. Ils veillèrent donc à ce que les garçons soient confortables, nourris et silencieux jusqu'à la tombée de la nuit. Alors que les lumières s'éteignaient, le sergent Weller sortit. Les étoiles qui brillaient au-dessus du paysage dévasté étaient dévoilées par la fumée. Quelque part à l'est, les canons tonnaient encore. Pourtant, ici, pour la première fois depuis des mois, régnait le calme. Il songea à sa propre famille, au Kansas, à son frère, désormais en première année de lycée. Son esprit était agité. « Ça aurait pu être lui », murmura-t-il. La guerre avait estompé la frontière entre le bien et le mal, entre combattants et proies. On leur avait fait croire qu'ils se battaient pour l'honneur. En réalité, ils se battaient pour des hommes qui se souciaient peu de leur sort. À l'intérieur, les jeunes captifs sombrèrent lentement dans un sommeil agité. Le poêle grésillait faiblement. Un garde américain montait la garde près de la porte. Son fusil pendait nonchalamment sur son dos. Ils n'étaient plus des adversaires. Ils n'étaient que des enfants en difficulté, pris au piège d'une guerre à laquelle ils n'avaient jamais choisi de participer. Pourtant, la nuit était loin d'être terminée et ce qui allait suivre allait mettre la compassion de l'Américain à rude épreuve, plus que n'importe quelle bataille. À l'aube, un épais brouillard pâle s'abattit sur la grange, tourbillonnant autour des arbres calcinés et des clôtures à demi submergées. Le silence régnait dans la grange, hormis le bourdonnement du poêle et la respiration rythmée des garçons blottis les uns contre les autres.
Dehors, l'air était imprégné d'une odeur de fumée et de terre qui dégèle. Le sergent Weller et ses hommes reçurent l'ordre de transférer les prisonniers à un point de ralliement près de Linz am Rhein où des officiers supérieurs décidèrent de leur sort. Les garçons restèrent immobiles tandis que les Américains les rassemblaient. Certains semblaient désemparés, d'autres terrifiés. Émile serrait son casque contre sa poitrine, comme s'il lui offrait une sorte de bouclier. Quelques-uns des plus jeunes murmuraient des prières. La route était longue et l'incertitude les emplissait d'une peur plus intense que celle que la guerre avait jamais suscitée. « Bien gardez-les par deux », ordonna Weller, sans qu'il soit nécessaire de les maltraiter. Cela allait de soi. Chacun comprenait qu'il ne s'agissait pas de prisonniers ordinaires. Au départ de la caravane, le soleil matinal révéla la destruction. Des maisons sans toit, des rues jonchées de charrettes calcinées. Au loin, une cloche d'église brisée et muette pendait. La guerre avait tout dévasté. L'espoir, la dignité, même la foi, tout avait disparu. Le cortège avançait lentement, les bottes crissant dans le gel. Les Américains restaient des vigilants, scrutant sans cesse les alentours au moindre signe de vie. Personne n'était présent. L'Allemagne s'était transformée en un cimetière d'espoir. À mi-chemin, l'un des garçons, Lucas, 15 ans, chaussé de bottes usées, tomba. Il tenta de se relever, mais s'écroula. Sans hésiter, le soldat Anderson le releva et lui soutint l'épaule. Déconcerté par ce geste, Lucas demanda « Warum ?» c'est-à-dire « Pourquoi ?» Anderson répondit simplement « Parce que vous feriez la même chose pour votre camarade, n'est-ce pas ?» Il esquissa un sourire las et reprit sa marche. La troupe s'arrêta près d'un pont pour reprendre son souffle. Un soldat distribua des gourdes, un autre offrit un paquet de cigarettes Lucky Strike. Émile, assis à l'écart, contemplait la rivière en contrebas. L'eau reflétait le ciel, une étendue grise et désolée. Ses pensées vagabondaient vers Brême, sa ville natale et sa mère, attendant des lettres qui n'arriveraient jamais. Le sergent Weller s'approcha et s'agenouilla près de lui. « Vous êtes d'ici » Émile répondit par la négative. « Très au nord. Ils nous ont déployés au sud pour stopper vos chars. »« Ils vous ont dit que vous pouviez nous arrêter avec ça ?» Weller désigna le Panzerfaust accroché à une charrette voisine. Émile répondit faiblement avec un sourire amer. « Ils ont dit qu'un homme courageux pouvait le faire. » Weller garda le silence, car il n'y avait rien à dire. La propagande qui avait inculqué à ces garçons la haine et une loyauté inébranlable était depuis longtemps obsolète. La guerre était finie. Pourtant, ils en portaient encore le fardeau. À l'arrière-plan, le soldat Jenkins conversait à voix basse avec un autre prisonnier, un garçon nommé Otto, qui ne paraissait pas avoir plus de 13 ans. « Avez-vous déjà tiré avec ce fusil ?» demanda Jenkins. Otto secoua vivement la tête. « Ils me l'ont donné hier. On m'a dit d'attendre au bord de la route. Seul, il acquiesça. Ils ont dit que les Américains approchaient et que je devais les arrêter. » La gorge de Jenkins se serra. Le garçon semblait si petit qu'il était difficile d'imaginer qu'un tel ordre lui ait été donné. « Il semble que vous nous ayez arrêtés, » murmura-t-il. Otto ne comprenait pas l'anglais, mais esquissa tout de même un sourire. Après un bref répit, ils reprirent leur marche. Vers midi, ils tombèrent sur une ferme miraculeusement épargnée par les bombardements d'où s'échappait de la fumée de sa cheminée un rare signe d'activité. Une femme en sortit, son tablier maculé de suie, portant un petit paquet. Elle s'arrêta en apercevant les Américains et leurs jeunes captifs. Un silence gêné s'installa quelques instants, puis elle s'approcha peu à peu. Son regard parcourut la rangée de garçons jusqu'à s'arrêter sur l'un d'eux, Lucas, celui qui s'était effondré plus tôt. Elle laissa échapper un souffle, laissant tomber le paquet au sol, éparpillant du pain sur la poussière. « Zone minée !» cria-t-elle en se précipitant vers eux. Les gardes hésitèrent, mais Weller leur fit signe de la main. « Laissez-la passer !» Lucas se jeta dans les bras de sa mère en pleurant. Elle lui caressa le visage, répétant son nom sans cesse. Même les hommes les plus endurcis de la patrouille détournèrent le regard, leur laissant un peu d'intimité. L'espace d'un instant, la guerre sembla s'apaiser, laissant place à l'humanité. Plus tard, la femme remercia les Américains et leur offrit la nourriture qu'elle pouvait leur donner. Weller déclina poliment, mais prit un pain solitaire pour ses compagnons. C'était un repas frugal mais significatif. Arrivé à l'endroit convenu cet après-midi-là, un officier recueillit leur déposition. Les garçons furent enregistrés, leurs biens confisqués. La plupart restèrent silencieux, la tête baissée. Ils s'attendaient à un traitement brutal, voire pire, mais on leur offrit des couvertures, un bouillon chaud et une tente pour se reposer. Cette nuit-là, Émile observa les Américains depuis son lit. Ils riaient à voix basse, échangeant des cigarettes et se racontant des histoires de leur pays. Il ne comprenait pas leur langue, mais il percevait l'affection dans leurs expressions. Il se tourna vers Lucas, endormi près de sa mère, et murmura « Ils ne nous méprisent pas ». Pour la première fois depuis des mois, une sensation de sérénité l'envahit. Cependant, la compassion n'absout pas la culpabilité.
Et bientôt, les garçons devraient en faire face à leurs actes et à ce qu'on les avait forcés à croire. Le lendemain matin, le ciel était gris et humide. Dans le camp de fortune, près de Linz am Rhein, les prisonniers en attente de transfert étaient logés temporairement sous des rangées de tentes de toile au milieu d'une étendue boueuse sous la surveillance de la police militaire américaine. Des barbelés encerclaient la zone. Ce n'était pas une prison conventionnelle, c'était plutôt un lieu de transit pour des âmes à la dérive, cherchant à comprendre leur destin. Les garçons étaient assis en silence, emmitouflés dans des couvertures trop grandes pour leur corps frêle. Des volutes de vapeur s'échappaient des tasses en métal contenant le café distribué par les Américains. La plupart n'avaient jamais goûté cette boisson amère. Sa chaleur apaisait leurs nerfs à vif après des semaines de tension. Le caporal Hayes circulait parmi eux, distribuant des provisions supplémentaires. « Mangez lentement », conseilla-t-il doucement. « Sinon, vous risquez d'être malade. » Émile acquiesça, savourant chaque bouchée de corned beef avec précaution. Le sel lui piquait les lèvres gercées, mais cela ne le dérangeait pas. C'était de la nourriture, de la vraie nourriture, pas la maigre soupe et le pain rassis qu'ils avaient reçus au précédent poste allemand. Tout près, le soldat Anderson réparait la botte d'un garçon avec de la ficelle et une aiguille en lui disant « Je ne te laisserai plus attraper d'engelure ». Le garçon n'a peut-être pas compris ses paroles, mais il lui a tout de même souri. Les Américains les traitaient davantage comme des enfants errants que comme des prisonniers. Ils étaient disciplinés, ne pouvaient ni s'éloigner ni manipuler d'armes à proximité. Mais il y avait aussi de la compassion. Pas de cris, pas de coups, pas d'humiliation. C'était étrange et presque irréel pour les garçons, car on leur avait appris que se rendre signifiait la mort, que les Américains les abattraient ou les forceraient à se jeter dans des mines. Au lieu de cela, on les nourrissait, on les habillait et on leur parlait gentiment. C'était un paradoxe trop grand pour être compris. Ce jour-là, un camion de la Croix-Rouge est arrivé, distribuant des colis remplis de biscuits, de lait concentré et de petites barres de chocolat emballées dans du papier d'aluminium. Hayes en a pris un, l'a déballé et l'a donné à Émile. « Du chocolat ?» a-t-il indiqué en montrant du doigt. Émile a hésité avant de l'accepter. Il en cassa un morceau et le porta à sa langue. La saveur était intense, sucrée, exquise, lui rappelant tout ce qu'il avait goûté depuis avant la guerre. Ses yeux pétillèrent, comme s'il savourait un souvenir. Il cassa la tablette en deux et la lui tendit. « Pour ma sœur » murmura-t-il, « ma sœur ». Hayes ne comprit pas les mots, mais il en perçut l'intention et hocha la tête. « Garde-la précieusement, gamin ». Le camp se tut tandis que les plus jeunes se rassemblaient autour du poêle et que les plus âgés conversaient à voix basse avec les Américains qui connaissaient de quelques mots d'allemand. Ils posèrent des questions sur le baseball, sur New York, sur la mer. Pour eux, l'Amérique était une légende, une terre de stars de cinéma et de nourriture à profusion. À présent, des hommes venus de ce lointain pays étaient assis à leurs côtés, plaisantant et les aidant à s'essuyer le visage. Un GI offrit une cigarette à un jeune homme de 17 ans nommé Karl. Le garçon refusa. « J'ai fait la promesse à mon père de ne pas fumer », dit-il d'une voix hésitante dans un anglais approximatif. Le soldat a ri sous cape. « Sage décision. Mon père disait toujours la même chose. » Pendant un bref instant, il n'y eut ni uniforme ni faction. Simplement des gens qui conversaient par-dessus le gouffre creusé par la guerre et adouci par la compassion. À l'approche du crépuscule, le sergent Weller rédigea son rapport à la lueur du feu. Il y consigna leur état physique, sous-alimenté, gelé, mais aimable. À la fin, il ajouta une ligne non exigée par le règlement « N'oubliez pas que ce sont des enfants, traitez-les comme tels ». Une fois son rapport terminé, il les observa à l'extérieur de la tente. Le plus jeune garçon essayait de faire griller du pain sur un bâton, tandis que les autres chuchotaient, retenant un rire. La scène semblait presque banale et cette familiarité avait une tristesse particulière. Weller se tourna vers Hayes. « Avez-vous déjà réfléchi à ce que l'avenir leur réserve ?» Hayes haussa les épaules. Ils iront dans un camp plus grand, peut-être jusqu'à la fin de la guerre, puis ils rentreront chez eux s'il en reste. Cette nuit-là, le camp s'endormit d'un sommeil agité. Les fracas des combats s'estompèrent, remplacés par le grondement lointain du Rhin. La nuit, Émile restait éveillé, absorbant le silence. Ses pensées vagabondaient vers sa ville natale, l'instructeur qu'il avait exhorté à combattre pour le Führer, les serments qu'il avait conduits jusqu'à ce camp. Il lui paraissait désormais creux et illusoire, de simples échos engloutis par la fange de cette prison. Son regard se porta sur le garde américain, une silhouette patrouillant nonchalamment près de la barrière. Le fusil luisait sous la lueur de la lanterne, pourtant son attitude était relâchée, presque lasse. Émile s'interrogea sur le genre d'individu capable de manier une telle force et de faire preuve de compassion. Pour la première fois, il ne ressentit ni animosité ni malice, mais plutôt de la perplexité et de la gratitude. Il murmura doucement dans le vide « Merci ». Le garde ne répondit pas, mais peut-être était-ce sans importance.
Le conflit n'avait pas encore fini de révéler ses vérités. Et bientôt, les deux camps comprendraient que l'empathie peut être le fardeau le plus lourd à porter. 2 jours plus tard, le ciel s'éclaircit, le Rhin scintillait sous un pâle soleil, et pour la première fois depuis des mois, la brise portait l'arôme du printemps plutôt que celui de la fumée. Le camp suivait un rituel immuable. L'appel du matin, le petit déjeuner, l'inspection, puis de longues périodes d'attente dans l'espoir de recevoir des ordres ou de voir la fin. L'incertitude pesait lourd durant ces longs après-midi où les gardes relâchèrent leur vigilance. Quelques soldats américains s'approchaient parfois du feu des prisonniers, intrigués par les garçons qu'ils avaient de capturer. La guerre leur avait volé leur certitude, mais pas leur curiosité. Le caporal Hayes était accroupi près des flammes avec un interprète d'une autre unité. Émile et Karl étaient en face de lui, serrant contre eux des tasses de café en fer blanc. Weber, l'interprète discret, originaire de Chicago, parlait couramment allemand, étant né à Hambourg avant que sa famille émigre lorsqu'il était enfant. Son accent reflétait les deux cultures. Il leur demanda depuis combien de temps ils se battaient, ordonna Hayes, par l'intermédiaire de Weber. Émile fixa le feu avant de répondre. « Peut-être 2 semaines, peut-être 3. Ils nous ont tout de suite traités de héros. Vous les avez crus ?» Émile parut hésiter. Au début, ils projetèrent des images, des vidéos, des discours, nous avertissant que si nous ne résistions pas, les Américains détruiraient tout. Mon professeur pleura à notre départ, exprimant sa fierté pour la traduction de Weber et la désapprobation de Hayes. Cependant, Karl, l'aîné, rétorqua « Nous n'étions pas sages non plus. Nous pensions que c'était glorieux. Mais lorsque nous avons vu les chars, nous avons compris que c'était fini. L'espoir ne peut vaincre le fer. » Le traducteur hésita, cherchant ses mots, tandis que Hayes se contenta d'acquiescer. « Oui, c'est impossible, affirma-t-il. » Non loin de là, le soldat Anderson apprenait à un jeune garçon à lancer une balle de baseball. À chaque fois que le garçon ratait sa cible, sa voix tremblait d'excitation, répétant « Encore » dans un anglais approximatif. La balle lui échappait des mains, atterrissait dans la boue, et tous deux éclatèrent de rire. Pendant un bref instant, il nous sembla que nous n'étions pas prisonniers. Lorsque le souper arriva, composé d'un ragoût léger et de pain dur, les gardes et les détenus dînèrent ensemble dans le même espace ouvert. Jour après jour, la frontière entre eux s'estompait un peu plus. Un Américain évoquait des souvenirs d'enfance. Sa mère tenait un restaurant dans l'Ohio, les matins embaumés par l'odeur du bacon. Ils écoutaient, les yeux grands ouverts. La nourriture était devenue un langage universel. « Tu en as envie ?» demanda Émile par l'intermédiaire de Weber. « Tous les jours », répondit Hayes. « Toi aussi ?» acquiesça Émile. « Ma mère faisait du pain tous les dimanches et le parfum embaumait la rue. Lors des attaques, la boulangerie a disparu. Après cela, le silence s'installa. Le feu crépitait, comblant le vide entre eux. Ailleurs dans la cour, le sergent Weller, assis sur une caisse renversée, griffonnait dans son petit journal. Il commençait à consigner des événements comme ceux-ci, non pas des batailles, mais des moments comme le sourire d'un garçon après avoir mangé du chocolat, un garde réparant des vêtements déchirés, la compassion naissant au milieu des ruines de la guerre. Il savait que l'histoire raconterait les généraux et les triomphes, mais pas cette délicate miséricorde entre adversaires. À mesure que la nuit s'avançait, les hommes et les garçons s'approchèrent du feu. Weber jouait de l'harmonica, sa douce mélodie flottant dans le camp. Ni américaine ni allemande, elle se situait quelque part entre les deux. Même les gardes s'arrêtèrent pour écouter. Puis, l'un des plus jeunes prisonniers, Otto, prit la parole. « Quand je rentrerai à la maison, je veux faire de la musique aussi, dit-il. Plus me battre, traduisit Weber. Hayes sourit. « Tu auras ton heure, gamin ?» répondit timidement Otto. « Tu rejoueras demain ?» Hayes regarda Weber. Il fallait lui dire oui. Pour la première fois depuis leur incarcération, des rires retentirent dans le camp. Des rires purs, authentiques, humains. Ce soir-là, Émile resta assis près du feu, longtemps après que tous les autres se soient couchés. Il repensa aux paroles de Karl. « On ne peut pas combattre le fer avec de l'espoir. Peut-être, songea-t-il, peut-on combattre la haine avec de la bonté. Peut-être étaient-ce plus fort. » Il regarda vers la tente des gardes où Hayes et Weber conversaient à voix basse. Il n'entendait pas leurs paroles, mais il devinait leur intention. Des hommes qui aspiraient autant que lui à la fin de la guerre. Alors que le vent tournait, l'arôme du bois brûlé flottait sur l'étendue dégagée. Les yeux fermés, Émile visualisa sa maison. Il pensa à la cuisine de sa mère, aux échos de ses rires, à l'odeur du pain frais. Tout cela lui semblait terriblement lointain. Pourtant, pour la première fois, une lueur d'espoir l'envahit. Celui de pouvoir y retourner un jour. Mais croire ne suffirait pas à effacer le passé. Bientôt, ils devraient assumer les conséquences de leurs actes et les esprits qu'ils portaient en eux. Le lendemain fut d'un calme inhabituel. Plus d'artillerie, plus de camions, plus de cris de guerre, seul le chant des oiseaux et le lointain son des cloches, un son absent depuis des semaines.
La guerre semblait s'effondrer, et ce silence pesait plus lourd que les coups de feu. Les prisonniers se rassemblèrent près de la clôture pour l'appel. Les Américains se tenaient non loin, détendus, leurs fusils pendaient nonchalamment. Une jeep de la Croix-Rouge arriva, chargée de matériel médical, accompagnée d'une infirmière au visage serein, un bloc-notes à la main. Elle se fraya un chemin dans la file d'attente, examinant les blessures des garçons. Sa voix douce rappelait la chaleur du foyer. Certains tressaillaient encore lorsqu'elle approchait leurs mains, la peur de l'autorité persistant. Le sergent Weller observait à distance, les paumes enfouies dans son manteau. Il avait parcouru la France, franchi le Rhin, vu les vestiges des batailles qui avaient transformé des villes en tombeaux. Ce spectacle, une infirmière bandant les doigts d'un garçon qui avait tenté de se suicider quelques jours auparavant, lui paraissait étranger. Une fois terminée, elle jeta un coup d'œil à Weller. « Ce ne sont que des enfants », murmura-t-elle. « Je comprends », répondit-il, « c'est ce qui rend la chose si difficile. » Plus tard dans la journée, un messager apporta des journaux du front. Les gros titres annonçaient la chute d'autres villes allemandes, l'effondrement du front occidental, l'avancée soviétique sur Berlin. Les jeunes se rassemblèrent, tandis que Weber traduisait les nouvelles en allemand. Chaque phrase semblait les ronger de l'intérieur. Karl, l'aîné, serra les poings. « C'est vraiment fini alors ?» Weber acquiesça d'un signe de tête. « Presque. » Émile baissa les yeux. « On nous a fait croire que le Führer allait nous sauver, qu'il possédait de nouvelles armes, » soupira Weber, reprenant les idées fausses colportées. Aucune festivité ne suivit, aucun sentiment de soulagement. Seul un silence pesant régnait. Pour ces garçons, la guerre était leur existence, chaque leçon, chaque affiche, chaque serment. En quelques mots traduits, tout s'évanouit. Ce jour-là, alors que le soleil commençait à décliner, Émile restait assis près de la barrière, seul. Hayes s'approcha, 2 tasses de café à la main. Il en offrit une au garçon. « Je me suis dit que ça pourrait te faire plaisir », dit-il. Émile l'accepta avec précaution, les mains encore bandées. « Pourquoi es-tu si gentil avec nous ?» Hayes haussa les épaules nonchalamment. « Il le faut bien. » Émile fixa la boisson fumante. « Mon compagnon est mort 2 jours avant votre découverte. Il n'avait que 15 ans. Il avait exprimé le désir d'être courageux. Il a été abattu alors qu'il tentait d'arrêter votre char. » Sa voix tremblait. Était-il insensé? Hayes ne répondit pas immédiatement. Non, il préféra le silence. Un jeune garçon faisait aveuglément confiance aux paroles des adultes, ce qui n'était pas de la naïveté, mais une circonstance tragique avait fait pleurer Émile. « Nous avions peur que vous nous tuiez, » dit Hayes en jetant un coup d'œil à l'horizon lointain. « Nous avons tous des actes que nous regrettons. Mais si nous cessons de considérer les gens comme des êtres humains, que reste-t-il » Pendant un moment, ils restèrent dans le silencieux. Le vent soufflait à travers la clôture endommagée et quelque part dans le camp, un air d'harmonica de la nuit précédente résonna. Il flottait comme une apparition de tranquillité. Ensuite, le sergent Weller réunit son équipe pour un briefing. Les ordres étaient sans équivoque. Les prisonniers seraient transférés dans un centre plus grand, près de Coblence. Les camions arriveraient à l'aube. Bien que la guerre touchât à sa fin, leur responsabilité n'était pas encore terminée. « Assurez-vous qu'ils soient nourris avant notre départ », ordonna Weller, « et maintenez l'ordre. Évitez toute brutalité. Nous mènerons cette mission à bien. » Ce soir-là, le feu de camp vacilla faiblement. Émile et Karl étaient assis côte à côte, silencieux. Karl rompit le silence le premier. « Tu crois qu'ils vont nous renvoyer chez nous ?»« Peut-être, » répondit Émile. S'il reste un endroit où revenir, Karl contempla ses mains blessées. « Je suis à peine reconnaissable. Je remets en question ma propre identité. Ils nous appelaient des héros. Maintenant, je me sens vide. » Songea Émile un instant avant de répondre. « C'est peut-être ainsi qu'on recommence à zéro. » Karl esquissa un sourire. « Tu parles comme un vieil homme, » rétorqua Émile. « La guerre a cet effet, » ajouta-t-il. Non loin de là, Hayes écoutait en silence. Il brûlait d'envie de les consoler, de trouver des mots de réconfort. Mais il savait que certaines blessures étaient inguérissables. Alors il se tourna vers la rivière, dont la surface scintillait au clair de lune, et se demanda ce que ces garçons emporteraient avec eux une fois le conflit terminé. Le lendemain, à l'arrivée des camions, les prisonniers furent alignés et de nouveau fouillés. Chaque garçon ne portait que de maigres possessions. Une couverture, une image, une miette de pain enveloppée dans du papier. Lorsqu'Émile monta dans le camion, il se tourna une dernière fois vers Hayes et leva une petite main en signe d'adieu. Hayes lui rendit son geste. « Bonne chance, jeune homme !» Le moteur démarra en trombe, amorçant le mouvement vers l'est. Par les barreaux du camion, Émile observait le paysage défiler. Des champs calcinés, des maisons en ruine, une terre ravagée par la cupidité humaine. Pourtant, au-delà de cette désolation, on pressentait le printemps. Il ferma les yeux, non plus par peur cette fois, mais avec un sentiment proche de l'optimisme. Or, même l'optimisme peut être fragile. Et tandis qu'ils quittèrent le camp, soldats et enfants comprirent que le plus difficile n'était pas de survivre à la guerre, mais de trouver comment survivre après.
La route vers l'est s'étendait sur des kilomètres, un mince chemin de terre serpentant à travers des villages dévastés et des champs silencieux où la neige se dissimulait dans l'ombre. Le conflit s'effondrait de toutes parts. Un cortège de réfugiés avançait péniblement sur ces mêmes chemins, des mères tirant leurs enfants dans des charrettes, des vieillards appuyés sur leurs cannes, le visage marqué par la fatigue. Le convoi américain avançait lentement, chaque véhicule chargé d'Allemands brisés, qui ne ressemblaient plus à des soldats, mais n'étaient plus que les échos d'une réalité que le monde voulait renier. À l'intérieur d'un camion, Émile, recroquevillé sous sa couverture militaire, se tenait à l'arrière. Le voyage était pénible, pourtant personne ne se plaignait. Les jeunes étaient trop absorbés par leurs pensées. Karl était assis à côté de lui, scrutant les civils à travers les persiennes. « Regarde-les » murmura-t-il d'un geste vague. « Est-ce pour ça qu'on s'est battu ?» Émile garda le silence, accablé par la culpabilité, un poids plus lourd encore que la faim qu'il avait jadis animé. Il entendait encore la voix de son supérieur, l'homme qui avait qualifié la reddition de lâcheté. Mais la compassion était bien faible, et pourtant, ils étaient là, encore en vie, preuve même de cette compassion qu'on leur avait appris à ignorer. À un point de contrôle américain près de Coblence, les camions s'arrêtèrent. Un patrouilleur américain leur fit signe de se diriger vers un campement fortifié, perché sur une colline dominant le fleuve. Il était plus spacieux et mieux organisé que le camp temporaire. Des tentes alignées, une cuisine de campagne et des gardes qui saluaient silencieusement les prisonniers. Ces derniers subirent un nouveau contrôle. Leurs noms, âge et unités furent de vérifier. Lorsqu'un officier lut à haute voix « 15 », un bref silence suivit, comme si l'incrédulité s'emparait un instant des lieux. Après le repas, un aumônier visita le camp. C'était un homme âgé, au regard compatissant et au visage marqué par des années de guerre. Il parla doucement, avec l'aide d'un interprète, non pas de triomphe ou de conquête, mais de pardon. Les guerres les plus difficiles, dit-il, sont celles qui commencent après la fin des combats. Certains garçons l'écoutaient, d'autres restaient indifférents, trop détachés pour s'en soucier. Pourtant, Émile ressentait chaque mot comme un poids léger sur sa poitrine. Il repensait aux hommes qui n'avaient pas survécu, non seulement ses amis, mais aussi ses adversaires, aux visages qu'il n'avait jamais vus, aux vies qu'il avait contribué à anéantir, ne serait-ce qu'en se tenant du mauvais côté d'une ligne de mensonges tracée par les adultes. Cette nuit-là, le sommeil le fuyait. La nuit, il restait éveillé, écoutant les doux ronflements de ses compagnons, le bourdonnement lointain des générateurs et le faible coassement des grenouilles au-delà de la clôture, près de la rivière, signe que la vie persistait. Miraculeusement, elle perdurait même en leur présence. Au lever du jour, les gardes ouvraient les portes pour les ouvriers. Les prisonniers aidaient à la reconstruction d'un pont détruit par les troupes allemandes en partance. Émile et Karl, transportés dans des planches, sous la supervision d'ingénieurs américains, l'air était imprégné d'odeurs de bois humide et d'eau de la rivière. Tandis qu'il peinait, Émile aperçut Hayes et le sergent Weller qui s'approchèrent d'un autre côté du pont. Tous deux avaient été transférés pour superviser les travaux. Lorsque Hayes le reconnut, il le salua d'un geste de la main. Gêné, Émile répondit timidement. Bientôt, Weller traversa les planches et se tint à ses côtés. « Vous êtes assidu », remarqua-t-il. « Continue comme ça et tu auras de belles perspectives d'emploi », dit Émile en essayant de sourire. « S'il reste encore un pays, murmura-t-il. Il y en aura un, le rassura Weller. Il fallait que, cette fois, ce soient des mains compétentes qui le construisent. Pendant un long moment, ils restèrent ensemble le long du Rhin, observant l'eau couler paisiblement, charriant les vestiges de la guerre. À la fin de la semaine, la nouvelle se répandit dans tout le camp. Tous s'étaient rendus. La guerre était finie. Aucun cri de triomphe, aucun hymne ne s'éleva des jeunes hommes. Seul le silence régnait. Certains pleuraient en silence, d'autres fixèrent le sol. Pour eux, la conclusion n'était ni triomphe, ni défaite. C'était un vide qu'ils ne savaient pas encore comment combler. Les jours suivants, Émile aida les Américains à distribuer des vivres aux civils. Il donna du pain aux enfants affamés, se souvenant de la barre de chocolat partagée avec Hayes. Il comprit alors que la bonté n'était pas une arme, mais peut-être plus puissante encore. Avant le départ des Américains, Hayes le chercha de nouveau. « Tu rentreras bientôt à la maison, dit-il. Tu en feras quelque chose d'utile, j'imagine ?» acquiesça Émile. « J'essaierai. » Hayes plongea la main dans sa poche et en sortit un petit objet. On tendit à Émile un harmonica cabossé et rayé, accompagné de ces mots « Pour les moments où tu oublies le son de la paix ». Le garçon le contempla un instant avant de croiser le regard de son bienfaiteur et de murmurer un merci. Au départ des Américains, leur camion vrombissant vers l'ouest, en direction de la France, le camp retomba dans le silence. Émile trouva un peu de réconfort près de la clôture tandis que le soleil déclinait, l'harmonica désormais frais entre ses mains. Il le porta à ses lèvres et joua quelques notes hésitantes qui résonnèrent dans la nuit. Pour la première fois,
Il se sentit non plus soldat, mais redevenu un enfant. Bien des années plus tard, des récits de cruauté et de dévastation circuleraient. Pourtant, au milieu de cet océan de souffrance, se cachaient aussi des histoires plus intimes. Des hommes qui choisissaient la bonté plutôt que la facilité de la haine, des soldats qui retrouvèrent leur humanité dans un monde qui semblait l'avoir perdu. Au final, peut-être était-ce là le véritable triomphe, un triomphe discret. Au cœur des conflits, la compassion survit à chaque escarmouche. Si ce récit vous touche, méditez sur ceci. La paix n'est pas simplement l'absence de combat. C'est le courage de faire preuve de bienveillance envers autrui, malgré les diktats de la société. Inscrivez-vous pour recevoir d'autres histoires inspirantes qui mettent en lumière notre essence et notre potentiel.